Un enfant, c'est un choix. Avorter, c'est un droit. Un enfant, c'est un choix. Avorter, c'est un droit. Et on n'en veut pas. Et pas trop patriarcat de cette société-là. On n'en veut pas. Et on se battra. C'est à l'avortement, faut le rappeler, c'est pas un acquis, il est remis en question par le camp des réactionnaires. C'est vrai que c'est important de se mobiliser aussi en France pour rappeler que c'est un droit et que c'est un droit fondamental et qu'il faut continuer à se mobiliser pour le droit à l'avortement partout dans le monde. Après tout, aux États-Unis, la Cour suprême a révoqué un arrêt qui avait déjà plusieurs dizaines d'années. Ça montre qu'on peut revenir sur des droits très importants. Il n'y a pas de bonne raison pour avorter. Tu as envie d'avorter, c'est une raison suffisante en fait. Est-ce que vous auriez, Margot, quelque chose à reprocher à la société? D'avoir banalisé l'avortement. Eh bien, le mal est entré dans les jeunes et les a poussés à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a une société dévastée. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus dépressifs. Un peu partout dans le monde, on constate un recul du droit et de l'accès à l'avortement. Impossible au Canada? C'est intéressant de voir à quel point ce thème s'est invité dans la campagne électorale. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui travaillent très fort et avec de nouvelles stratégies pour que ça reste à l'agenda. À votre avis, au Canada, jusqu'à combien de semaines on a le droit de se faire avorter? Écoute, c'est une bonne question. J'imagine 8-10 semaines. 15 semaines, quelque chose comme ça? 4-5, j'imagine. Légalement, 4 semaines. Et on doit se faire avorter jusqu'à naissance. Juste avant la naissance, la femme a le droit de disposer de son corps comme elle veut. L'enfant n'a aucun droit à l'intérieur du ventre. Ça, c'est vrai. Non, moi, je pense que c'est 3 mois, peut-être 4 mois. C'est monsieur qui a raison. Depuis que l'avortement a été légalisé au Canada en 1988, il n'y a pas de loi qui réglemente la pratique de l'avortement. Mais cela, peu de Canadiens le savent. On ne naît pas femme, on le devient. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Revenons en 1935. Le Parlement islandais est le premier pays occidental qui légalise l'interruption de grossesse sous certaines conditions. Jusqu'à cette date, la population en général considérait comme allant de soi que la vie commençait avec la conception et qu'elle méritait donc d'être protégée dès ce moment-là. Pourtant, de puissants lobbies pro-avortement avaient réussi, contre toute compréhension naturelle, à donner à la population mondiale une nouvelle définition de la grossesse. Parallèlement, un État après l'autre a adopté l'avortement comme un droit à travers la politique. Un rapport de l'ONU datant de 2022 indique que 50 millions d'avortements sont pratiqués chaque année dans le monde. Si on fait le calcul sur une période de 10 ans, cela représente 500 millions d'avortements. Et cela sans compter les cas non déclarés. Un chiffre qui éclipse n'importe quelle guerre mondiale, à la différence qu'on ne voit pas de morts et que la population ne se doute pas de cette dimension. Dans quelle mesure le fait que les avortements rapportent beaucoup d'argent est-il justifiable? En Autriche, un avortement coûte entre 400 et 800 euros. Rien que pour l'Autriche, il en résulte une somme d'environ 25 millions d'euros qui sont gagnés chaque année par les cliniques et les médecins pratiquant l'avortement. Dans le monde entier, les avortements représentent un marché de plusieurs milliards. De plus, dans de nombreux pays, comme la Suisse, l'interruption de grossesse est même payée par l'assurance maladie, c'est-à-dire par la collectivité. Mais ce n'est pas tout. En 2015, une équipe de défenseurs de la vie a révélé, à l'aide de caméras cachées,
que non seulement l'avortement, mais aussi les fœtus avortés faisaient l'objet d'un énorme commerce. I had 8 cases yesterday, and I knew exactly what we needed, and I kind of looked at the list, and I said, all right, this 17-weeker has 8 grams, and this. So I knew which were the cases that were probably more likely to yield what we needed, and I made my decisions according to that too. So it's worth having a huddle at the beginning of the day, and that's what I do. I literally have had women come in and they'll go in the OR and they're back out in 3 minutes. And I'm going, what's going on? Oh yeah, the fetus was already in the vaginal canal whenever we put her on stirrups. It just fell out. Yeah, and so if we alter our process and we are able to obtain intact fetal cadavers, then we can make it part of the budget that any dissections are this, and splitting the specimens into different shipments is this. I mean, it's all just a matter of line items. Kind of rate-limiting step of the procedure is calvarium. Calvarium, the head is basically the biggest part. Most of the other stuff can come out intact. Right. It's very rare to have a patient that doesn't have enough dilation to evacuate all the other To bring them, to bring the body cavity out intact and all that. And with the calvarium, in general, some people will actually try to change the presentation so that it's not vertex. So when it's a vertex presentation, you never have enough dilation at the beginning of the case unless you have a real huge amount of dilation to deliver an intact calvarium. So if you do it starting from the breech presentation, there's dilation that happens as the case goes on, and often the last you can evacuate an intact calvarium at the end. So I mean, there are certainly steps that can be taken. So they can convert to breech, for example, at the start of the... Exactly. Under ultrasound guidance, they can just change the presentation. Okay. A lot of people want intact parts these days because they're looking for specific nodes. AB nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. People want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Yeah, a dime a dozen. Every provider has had patients who want to donate their tissue, and they absolutely want to accommodate them. They just want to do it in a way that is not perceived as this clinic is selling tissue, this clinic is making money off of this. Okay, so when you are, or the affiliate is determining what that is monetary. Yes. So that it doesn't raise any question of this is what it's about. This is the main. What price range would you? You know, I'm going to throw a number out. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. Yes. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. Yes. How much of a difference can that actually make if you know what kind of what's expected or what we need versus? It makes a huge difference. I'd say a lot of people want liver, and for that reason, most providers will do this case under ultrasound guidance, so they'll know where they're putting their forceps. Kind of rate-limiting step of the procedure is calvarium. Calvarium, the head is basically the biggest part. Most of the other stuff can come out intact. Right. It's very rare to have a patient that doesn't have enough dilation
to evacuate all the To bring the body cavity out intact and all that. So then you're just kind of cognizant of where you put your breast first. You try to intentionally go above and below the thorax so that, you know, we've been very good at getting heart, lung, liver, because we know that, so I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below, I'm going to crush above, and I'm going to see that get out intact. And with the calvarium, in general, some people will actually try to change the presentation so that it's not a vertex, because when it's a vertex presentation, you never have enough dilation at the beginning of the case unless you have a real huge amount of dilation to deliver an intact calvarium. So if you do it starting from the breech presentation, there's dilation that happens as the case goes on, and often at the last you can evacuate an intact calvarium at the end. So I mean, there are certainly steps that can be taken. So they can convert to breech, for example, at the start of the... Exactly. They under ultrasound guidance, they can just change the presentation. I remember holding that fetus in my hands when everybody else was busy and started crying and opened the lid and put it back in. Federal abortion ban is a law, and laws are up to interpretation. So if I say on day one I do not intend to do this, what ultimately happens doesn't matter. So yesterday was a clinic day. So for example, like, what did you procure? You know, I asked her at the beginning of the day what she wanted. Yesterday she's been at, a lot of people want intact hearts these days because they're looking for specific nodes. AB nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. But Yeah, a dime a dozen. if you maintain enough of the dialogue to the person that's actually doing the procedures and they understand what the end game is, there are little things, changes they can make in their technique to increase your Even though they have a set way that they do it, they're open to changing them. The reasonable people, sure. For example, so I had 8 cases yesterday, and I knew exactly what we needed, and I kind of looked at the list, and I said, all right, this 17-weeker has 8 lambs, and this. So I knew which were the cases that were probably more likely to yield what we needed, and I made my decisions according to that too. So it's worth having a huddle at the beginning of the day, and that's what I do. Rather than having to deal with all the different affiliates, if there were a way to partner with PPFA directly to get some kind of like pre-clearance or something, so that we have. To do this. And at the national office, we have a litigation and law department, which just really doesn't want us to be the middle people for this issue right now. Because we were approached by STEM Express to do the same thing. The one in Northern California affiliate said, we're working with these people, we love it. We think every affiliate should work with them. And so we had a conversation, and we said, you know, what do you think? We'll just go out and find all the people that are doing this and present everybody with a menu. And they, at the end of the day, they just decided right now it's too touchy an issue for us to be an official middleman. But that, when you say right now, do they see a future? Right now, the way the Supreme Court looks, I don't think it looks very good. Okay. If you talk to my litigation and law folks, anything that's going to go to the Supreme Court right now, we are all losers. But I will tell you that behind closed doors, these conversations are happening with the affiliates. Cecile, I wanted to thank you so much for Dr. Nuka-Tola. She's been so helpful for the past couple of years. I'm with fetal tissue collection. She's been very, very helpful. Look forward to talk to you and how to like. Okay, great. Thank you. She's amazing. And thank you for Planned Parenthood. Thank you. Hello, I'm Cecile Richards, President of Planned Parenthood Federation of America. I want to be really clear.
The allegation that Planned Parenthood profits in any way from tissue donation is not true. What would you expect for intact tissue? What sort of compensation? What sort of... Well, why don't you start by telling me what you're used to paying? We'll be exhibiting at the Medical Directors Council meeting in a couple of weeks, so I don't know if you'll be attending. I'm now the president of that organization. Oh. So we had just started the conversation, and Susan was explaining they're a startup, that they have been about a year in business. They're a for-profit company that's connecting researchers with people willing to donate tissue. Our volume, thank you for giving it to me, is 800 a year with 60 in the second trimester. And we just started to talk about how the process worked with Novogenics down in Los Angeles when I was there. Okay. To back up a little bit, PPFA, our parent body, is on board with tissue donation, but we have to ask for a waiver to do it, and we have to lay out for them what our program's going to be like. And the mechanics of it was that Heather, Novogenics person, would come to the site, and our staff would sign the patients up and get consent, and then Heather would look at the tissue and take what she required. So it was logistically very easy for us. We didn't have to do anything. So there was compensation for this, and we didn't have to do anything. So there was compensation for this, and there was a discussion as I was leaving. They had been paying by the case, and there was some discussion about doing it in a different way, or I don't know what you're used to doing, how are you used to doing compensation. The patients don't get anything, of course. But. Okay, so I'd like, what would you expect for intact tissue? What sort of compensation? What sort of... Well, why don't you start by telling me what you're used to paying? Okay. I don't think so. I would like to know what would make you happy. What would work for you? Well, you know, in negotiations, the person who throws out the figure first is at a loss, right? So. No, I don't look at it that way. I know you want to play that game. I get it, but no, I want low ball because I'm used to low things from. You know what? If you low ball, I'll act pleasantly surprised, and you'll know it's a low ball. Okay. What I want to know is what would work for you. Don't low ball it. Okay. Tell me what you really. $75 a specimen. Oh, that's way too low. And that's really that's way too low. I want to keep you happy. I've been at places that did 50 too. But see, we're not in it for the money. Well, why don't you start by telling me what you're used to paying? Oh, no, I want lowball $75 a specimen, and we don't want to be in the position of being accused of selling tissue and stuff like that. On the other hand, there are costs associated with the use of our space and all that kind of stuff. So what would you think about? Right. So way higher than that. So I'd like to start at around 100. Okay. Now this is for tissue that you actually take, not just the tissue that person volunteers that you can't find anything. Right? Exactly. Now this is for tissue that you actually take, not just the tissue that person volunteers that you can't find anything. Right? Exactly. Right. What we can use, what is intact. So that's why I'm saying no, don't lowball. I want you to be happy. It's complicated by the fact that our volume is so low too. I mean, are you looking at 8 and 9 week specimens or only second trimester specimens? 10 to 12 week, end of the first trimester. If those are pretty intact specimens, then that's something we can work with. So that's an interesting concept. Let me explain to you a little bit of a problem, which may not be a big problem. If our usual technique is suction at
10 to 12 weeks. And we switched to using an iPass or something with less suction in order to increase the odds that will come out as an intact specimen, then we're kind of violating the protocol that says to the patient, we're not doing anything different in our care of you. And to me, that's a kind of a specious little argument, and I wouldn't object to asking Ian, who's our surgeon that does the cases, to use an iPass at that gestational age in order to increase the odds that he was going to get an intact specimen. But I do need to throw it out there as a concern, because the patient is signing something and we're signing something saying we're not changing anything in the way we're managing you just because you agreed to give tissue. I've heard of that before. Right. Yeah. No. It's definitely. It's touchy. Okay. How do you feel about that? Well, I think they're both totally appropriate techniques. There's no additional pain involved. I don't think the patients would care one iota. So I'm not making a fuss about that. Okay. Now you have my email address, right? Got your email, yeah. Write me a 3 or 4 paragraph proposal, which I will then take to Laurel and others in our organization to see if we want to pursue this. And then if we want to pursue this mutually, I'll mention this to Ian in terms of how he feels about using a less crunchy technique to get more whole specimens. And then if we agree to move forward, the next steps I need to apply to PPFA for a waiver to permit us to do this. We have to have a contract. Do you have a contract already? We have what we've used in the past is a materials transfer agreement. And that's obviously open to discussion. So that's a prototype. It needs to say exactly what your staff is going to do, exactly what your expectations are, exactly what the compensation is. And are we agreed that $100 would keep you happy? Well, let me agree to find out from other affiliates in California what they're getting. And if they're getting substantially more, then we can discuss it then. Yes. But the money is not the important thing. No, but it has to be big enough that it's but it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So. It has to be big enough that it's but it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So. Now here's another thought: is we can talk about specimen as per specimen per case, or per procured tissue sample, which would be so that if we're able to get a liver thymus pair, maybe that is $75 per specimen, and so that's for for liver thymus pair, and that's $150, versus if we can get liver thymus, brain hemisphere, and all that, then and then so that protects us so that we're not paying for what we can't use. I think it also maybe illustrates things. It's been years since I talked about compensation, so let me just figure out what others are getting, and if this is in the ballpark, then that's fine. If it's still low, then we can talk about it. I want a Lamborghini. I said I want a Lamborghini. Don't we all, right? Exactly. Le contenu intégral de ce film est authentique. Certaines séquences contiennent des images prises sur le vif. C'est aux parents de juger de la maturité de leurs enfants. Nous pouvons maintenant lire un cri silencieux et poignant sur le visage de cet enfant qui attend une mort imminente. Dr. Bernard N. Nathanson. Je m'appelle Bernard N. Nathanson. Je suis docteur en obstétrique et gynécologie. Et je pense avoir une certaine expérience en matière d'avortement. Il est vrai que, quand j'étais étudiant en médecine, en 1949, la science des études sur le fœtus n'existait pas. On nous enseignait que l'enfant qui n'est pas encore né, le fœtus, était quelque chose dans l'utérus. Mais personne ne pouvait affirmer s'il s'agissait ou non d'un être humain. Et si cet être humain possédait des qualités personnelles uniques.
Les années 1970 ont mis fin à cette période de doute. C'est à ce moment-là que la science de l'étude du fœtus fait irruption dans le monde médical. À l'origine de cette science, l'arrivée de nouvelles techniques avancées, telles que la visualisation ultrasonique, le contrôle électronique du cœur fœtal, l'étude du fœtus, l'examen de l'utérus, la radiochimie et bien d'autres technologies tout aussi étonnantes, qui constituent de nos jours l'essentiel de cette science toute nouvelle. Les ultrasons en temps réel, c'est-à-dire la visualisation de l'enfant en mouvement, sont devenus un instrument clinique dès 1976. La salle où se pratique l'examen par ultrason comprend une table d'examen courante et l'appareil de visualisation ultrasonique lui-même. C'est la machine volumineuse que vous voyez ici. La femme enceinte se met en position sur la table d'examen. L'abdomen est couvert de manière appropriée. La tête de l'instrument est placée au-dessus de l'utérus. Cet instrument est principalement formé d'un quartz qui envoie des ondes sonores haute fréquence en pulsation et d'un transducteur qui reçoit les échos de ces ondes, lesquelles sont enregistrées par un ordinateur qui ensuite les compose en une image reconnaissable de l'enfant à l'intérieur de l'utérus. Les images de l'enfant peuvent être présentées par balayage linéaire, technique servant aux grossesses avancées, ou par balayage de secteur, méthode plus précise pour représenter le fœtus à un stade de grossesse moins avancé, tel que celle-ci. L'image, créée à partir des échos, a une définition vraiment étonnante. Et cet instrument est tellement précis que l'on peut apercevoir les petites valvules du cœur s'ouvrir et se fermer au rythme des contractions du cœur. Pour la première fois, les parents peuvent avoir un aperçu de l'enfant qui n'est pas encore né grâce à cette technologie spectaculaire. Et cette même technologie, ces machines et ces appareils dont nous faisons maintenant un usage quotidien, nous ont convaincus que, sans aucun doute, l'enfant qui n'est pas encore né est, lui aussi, un être humain comme nous, un membre de la communauté humaine, possédant toutes les caractéristiques qui nous sont propres. Pour la première fois, la technologie nous donne l'occasion de voir l'avortement du point de vue de la victime. La visualisation ultrasonique nous permet cette approche et maintenant, pour la première fois, nous allons observer un enfant déchiré, démembré, désarticulé, broyé et détruit par les impitoyables instruments d'acier de l'avorteur. Nous pouvons observer ici le développement de cet enfant depuis le tout début de la phase prénatale, depuis les tout premiers instants et jusqu'au dernier stade de cette phase. Voici l'enfant à 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, à 16 semaines, à 18 semaines, à 20 semaines et à 28 semaines. Vous pouvez voir qu'il ne se produit aucun changement frappant ou extraordinaire dans la forme ou dans la substance de cet enfant durant ce stade de croissance. Maintenant, ce petit être de 12 semaines est manifestement un être humain entièrement formé. Son cerveau émet des ondes depuis au moins 6 semaines, son cœur bat depuis peut-être 8 semaines, et toutes ces autres fonctions humaines sont absolument identiques aux nôtres. Ce livre, qui s'intitule Williams Obstetrics, 16e édition, écrite en 1980, est un manuel standard qui est utilisé dans toutes les écoles de médecine des États-Unis. La préface de ce livre, publiée en 1980, nous éclaire. Heureusement,
nous sommes maintenant à une époque où le fœtus peut être considéré et traité avec raison comme un second patient. Qui aurait pu rêver, il y a quelques années seulement, que nous pourrions, en tant que docteurs, nous mettre au service du fœtus? L'éthique et les préceptes médicaux traditionnels nous interdisent de détruire nos patients et nous rappellent aussi à notre serment de préserver la vie. Voyons maintenant ce que l'avortement réserve à notre seconde patiente. Voici le fœtus de 12 semaines dans l'utérus. L'utérus étant ce muscle entourant l'enfant. Lorsque l'avorteur commence son travail, en premier lieu, il place cet instrument, que l'on appelle un spéculum, dans le vagin de la patiente et l'ouvre ensuite, ce qui lui permet d'observer le col de l'utérus que l'on voit ici. Après avoir examiné l'utérus, l'avorteur prend alors cet instrument, appelé ténaculum, et ensuite, en le passant à travers le spéculum et le fixant fermement sur le col de l'utérus, comme ceci, en pinçant le ténaculum pour le fermer, ce qui permet de le maintenir fermement sur le col de l'utérus, comme ceci, c'est à ce moment-là qu'un autre instrument, la sonde, entre en jeu. L'avorteur introduit alors cet instrument dans l'utérus, puis il le retire, ayant ainsi déterminé la profondeur et par la même occasion la largeur de l'utérus. On utilise ensuite ce jeu d'appareils de dilatation, ces instruments métalliques recourbés, pour ouvrir le col de l'utérus, afin d'y introduire, pour terminer, les instruments d'avortement proprement dit. L'avorteur place d'abord le plus fin de ces instruments à l'intérieur du col de l'utérus, de façon à le dilater. Il le fait tourner de manière à disposer d'un diamètre plus grand. Il introduit cette extrémité et continue de l'introduire de façon à disposer de diamètres de dilatation de plus en plus grands, grâce à cet instrument de dilatation. Il prend alors un instrument appelé appareil de succion. Cet appareil est contenu dans un emballage de plastique. Le médecin le sort de son enveloppe stérile et l'insère jusque dans l'utérus à travers le col dilaté dans le but d'aller percer le sac qui entoure et protège l'enfant, permettant ainsi d'aspirer la totalité du liquide amniotique. L'instrument est alors en contact direct avec l'enfant, avec une pression d'environ 55 mm de mercure qui est appliquée à l'un des instruments, auquel on a fixé un tuyau de succion long et épais et qui est relié à la machine d'avortement, c'est-à-dire la machine qui se trouve de l'autre côté. La curette de succion commence alors à mettre l'enfant en morceaux. Le corps est mis en pièces, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des lambeaux du corps et la tête elle-même, laquelle est trop grosse pour passer dans l'instrument. Il faut alors introduire cet instrument, qui s'appelle un forceps à polype, dans l'utérus, à travers le col déjà dilaté, de façon à permettre à l'avorteur de saisir la tête de l'enfant qui maintenant flotte dans l'utérus librement entre les anneaux de cet instrument. La tête est alors écrasée, son contenu retiré, ainsi que les os du crâne. Et l'avortement est finalement terminé. Nous avons vu le fœtus de 12 semaines représenté sur l'écran à ultrasons. Nous avons également examiné le mécanisme ainsi que les étapes réelles d'un avortement à 12 semaines. Nous allons maintenant, pour la première fois, voir un film montrant la visualisation ultrasonique en temps réel d'un avortement à 12 semaines. Notez qu'un avortement tardif n'est pas un cas rare. Il s'agit d'un exemple parmi les 4000 environ qui sont pratiqués chaque jour aux États-Unis. Ce film a été tourné dans une clinique d'avortement. Le docteur qui a pratiqué cet avortement était un jeune homme qui travaillait dans 2 cliniques d'avortement. À cette époque,
ce jeune médecin comptait déjà 10 000 avortements à son actif. Lorsque lui avons demandé de venir assister à la séance de montage de ce film, il a été tellement bouleversé à la vue de ce qu'il avait fait qu'il a dû sortir de la pièce. Il est revenu après un moment pour finir le montage, mais ce fut son dernier avortement. La jeune femme, opérant la caméra à ultrasons en temps réel, appartenait à une organisation fortement partisane de l'avortement. Elle aussi fut tellement émue par ce qu'elle vit durant la séance de montage qu'elle n'a plus jamais abordé le sujet de l'avortement. Regardons maintenant le film en question. Nous voyons maintenant le balayage par secteur d'images d'ultrasons en temps réel d'un fœtus de 12 semaines. L'enfant est orienté dans cette direction. Voici la tête de l'enfant, ici. Le corps de l'enfant, ici. Et on peut voir la main de l'enfant approchant sa bouche. En regardant l'enfant d'un peu plus près, on peut distinguer l'œil, ou en tout cas son orbite, ici, le nez de l'enfant, ici, la bouche de l'enfant, ici. On peut même observer un ventricule cérébral à cet endroit, qui est un espace rempli de liquide dans le cerveau. Voici le corps de l'enfant, avec les côtes en silhouette, et la colonne vertébrale située vers l'arrière. Cette zone de tissu d'apparence granuleuse, dans la partie supérieure du secteur, semble être le placenta, ou arrière-fait de l'enfant. Nous pouvons déjà apercevoir, à cet endroit, les cuisses, les membres inférieurs de l'enfant se dégageant ainsi du corps. Voyons ce qui se passe ensuite. Nous voyons maintenant le cœur de l'enfant qui bat dans sa poitrine. Le pouls est d'environ 140 battements par minute. Comme vous le voyez, l'enfant se déplace sereinement dans l'utérus et on peut le voir de temps à autre changer de position. Mais il garde la même orientation. Cette fois, l'enfant dirige son pouce vers la bouche, tout en continuant de se déplacer tranquillement, sereinement, à l'abri dans son sanctuaire. Cette ombre que nous distinguons, là, vers le bas de l'écran, c'est l'embout de succion, que nous avons coloré de manière à ce que vous puissiez le distinguer plus clairement. L'avorteur a déjà dilaté le col de l'utérus et introduit l'embout de succion, dont vous pouvez observer les déplacements latéraux sur l'écran. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que l'embout de succion, que vous voyez là, s'approche de l'enfant, celui-ci essaye de s'en écarter et bouge de manière beaucoup plus violente et agitée. L'enfant se déplace maintenant avec un but plus précis. Il s'oriente de façon différente. Ici, il recule de nouveau. L'embout de succion n'a pas encore touché l'enfant, lequel manifeste pourtant des signes de plus en plus forts d'agitation, se remue brusquement. L'enfant s'est de nouveau mis de profil et l'embout réapparaît sur l'écran. La bouche de l'enfant est maintenant ouverte, ce que nous reverrons tout à l'heure sur une image fixe. Mais cet embout de succion, que vous pouvez voir se déplacer violemment dans tous les sens au bas de l'écran, est l'instrument meurtrier qui finira par mettre l'enfant en morceaux et le tuer. C'est seulement une fois le liquide écoulé et le sac rompu que l'embout pourra véritablement toucher l'enfant. Vous pouvez voir l'embout se déplacer de droite et de gauche, dirigé par l'avorteur qui cherche le corps de l'enfant. Voici de nouveau une image fixe de l'enfant dont la bouche est grand ouverte dans un cri muet. Il s'agit là du cri muet d'un enfant menacé de destruction imminente. Le pouce est nettement accéléré et les mouvements de l'enfant sont désormais violents. Il a senti qu'on cherche à l'agresser dans son sanctuaire.
Il s'écarte, se déplace vers le côté gauche de l'utérus, comme on peut le voir, tentative désespérée pour échapper aux instruments implacables que l'avorteur utilise pour mettre fin à sa vie. Les battements de son cœur ont subi une accélération sensible, environ 200 battements à la minute. Sans aucun doute, cet enfant est conscient du danger mortel en présence duquel il se trouve. La membrane a été perforée et le liquide s'est échappé. La grande poche de liquide protégeant l'enfant a maintenant disparu. Une fois le liquide écoulé, l'embout de succion est fermement attaché au corps de l'enfant. Celui-ci est tiré vers le bas par l'embout sur lequel l'avorteur applique une pression négative et le corps est maintenant systématiquement arraché de la tête. La tête de l'enfant se trouvant ici, dans cette région. Voici le contour de la tête. Les parties inférieures ont déjà disparu et vous voyez que l'embout de succion qui jaillit de temps à autre sur l'écran, représenté par une série d'échos rappelant ceux d'un typhon, l'enfant est maintenant ballotté dans tous les sens, alors que l'embout de succion est appliqué sur son corps et que l'avorteur tire sur l'enfant de cette façon. Ici, on peut encore discerner la tête de l'enfant, mais pas le corps qui a déjà été arraché de la tête. Ce que vous voyez là, c'est la tête elle-même, les cônes médianes de la tête, et les esquilles ou fragments d'os. Cette tête donc, que je montre ici, sur cet enfant de 12 semaines, est en fait trop grosse pour être retirée d'un seul coup hors de l'utérus. L'avorteur va maintenant devoir se servir de cet instrument, le forceps à polype, pour essayer de saisir la tête. L'avorteur va tenter d'écraser la tête avec cet instrument, de cette façon, et de la retirer de l'utérus, morceau par morceau. D'autre part, l'avorteur et l'anesthésiste parlent entre eux un langage codé, destiné peut-être à les rendre insensibles à l'horrible réalité. L'avorteur et l'anesthésiste appellent numéro 1 la tête de cet enfant que l'avorteur essaye de trouver maintenant. Ainsi, l'anesthésiste demande à l'avorteur: est-ce que le numéro 1 est sorti? C'est fini? Nous voyons ici, par intermittence, les tranches ou lames de cet instrument apparaître sur l'image. Ici, la tête a tendance à flotter tout à fait librement dans l'utérus. Voici les tranches ou les lames de cet instrument que l'on voit apparaître ici. Le médecin a maintenant saisi la tête au moyen des forceps à polype et il la tire vers le bas en direction du col de l'utérus. Il ne reste plus maintenant, comme vous pouvez le voir, que des fragments et des brisures d'os, des lambeaux de tissu qui témoignent de l'existence passée d'un petit être humain qui était bien vivant et sans défense. Pour se rendre compte de la place de l'avortement dans la société d'aujourd'hui, examinons quelques chiffres qui illustrent les faits des 20 dernières années. En se basant sur des données fiables, on comptait déjà, en 1963, bien avant que l'avortement ne soit légalisé par le tristement célèbre verdict de l'affaire Roe contre Wade, un nombre approximatif de 100 000 avortements illégaux pratiqués chaque année aux États-Unis. Et très peu d'avortements légaux. En 1973, première année où l'arrêt Roe contre Wade a été appliqué dans ce pays, on comptait déjà 750 000 avortements pratiqués aux États-Unis. Et en 1983, dernière année pour laquelle nous possédons des statistiques complètes, on rapporte 1,5 million d'avortements. Considérons maintenant l'avortement en tant qu'industrie. L'année dernière, on a compté 1,5 million d'avortements dans ce pays. Le coût moyen d'un avortement étant de 300 à 400 $
par opération. Voici donc une industrie qui, dans notre pays, réalise environ 5 à 600 millions de dollars par année, ce qui la placerait parmi les 500 industries les plus riches du monde. 90% de cet argent va dans le portefeuille des médecins. Et le reste, dans celui des hommes d'affaires qui dirigent ces cliniques. Certaines enquêtes ont été récemment effectuées sur ces établissements. Les permis d'opérer ces cliniques s'achètent comme les concessions de chaînes de restaurants rapides de notre pays. Nous savons qu'il en existe des chaînes en Californie et dans toute la région du Sud-Ouest et même dans le Sud-Est des États-Unis. On peut maintenant prouver que ces cliniques d'avortement tombent de plus en plus souvent entre les mains de la mafia et aussi du syndicat du crime sévissant aux États-Unis. Et que cet argent, fruit de l'avortement, non seulement est taché du sang des innocentes victimes de l'avortement, mais circule impunément dans les mains criminelles de la mafia américaine. Les victimes de l'avortement, il faut s'en souvenir, ne sont pas seulement les enfants qui ne sont pas encore nés, mais les femmes, elles aussi, sont des victimes au même titre que les enfants avortés. On a toujours caché aux femmes la véritable identité de l'enfant qui n'est pas encore né. Personne, en fait, ne leur a montré la triste réalité de l'avortement. Un nombre sans cesse croissant de femmes, des centaines, des milliers et même des dizaines de milliers, ont eu l'utérus perforé, infecté et détruit. Des femmes ont été stérilisées et castrées, toujours à la suite d'une opération sur laquelle elles n'étaient pas pleinement informées. Ce film, et les autres qui le suivront peut-être, doit être vu et assimilé par toute femme avant qu'elle ne donne son consentement et qu'elle ne se soumette à ce genre d'opération. J'accuse la ligne d'action nationale des droits de l'avortement, j'accuse le planning familial et tous les autres conspirateurs de l'industrie de l'avortement d'un continuel complot du silence visant à cacher aux femmes la véritable nature de l'avortement. Et je défie tous ces avorteurs d'avoir l'honnêteté de montrer cette bande vidéo prise en temps réel ou toute bande analogue à toutes les femmes avant qu'elles ne prennent une décision. Vous savez, je suis bien placé pour parler d'avortement. En 1969, je fus l'un des fondateurs de la Ligue d'action nationale pour les droits de l'avortement. Pendant 2 ans, j'ai dirigé l'une des plus grandes cliniques d'avortement du monde occidental. Depuis, la science de l'étude du fœtus in utero a vu le jour. Elle nous a ouvert les yeux sur la nature de celui-ci. Et toutes ces études ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que l'enfant qui n'est pas encore né est un être humain qui n'est pas différent de nous. C'est un membre à part entière de notre société. Donc, la destruction d'un être humain vivant ne représente pas une solution à un problème principalement social. À mon avis, en être réduit à un tel acte de violence est la preuve que nos valeurs scientifiques et surtout morales sont menacées. Je peux difficilement croire que les Américains, qui ont envoyé des hommes sur la Lune, n'ont pas encore trouvé d'autre solution que la violence pour résoudre ce problème. Je pense qu'il est de notre devoir de consacrer sans plus attendre tous nos efforts, inlassablement, pour trouver une solution meilleure, une solution plus humaine, plus juste et plus charitable, qui tiendrait compte du droit de chacun de préserver la vie. C'est tout. Au nom de l'humanité, arrêtons le massacre de l'avortement. Nous avons vu que le fœtus dans le sein de sa mère est en réalité un être humain. Et la Bible nous révèle
que la vie humaine est le sommet de la création. Or, cette vie est placée sous la protection divine. L'homme est destiné à retrouver la communion avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Dans cette perspective, l'avortement est donc une attaque directe contre l'ordre biologique et aussi contre le plan de Dieu. L'enseignement biblique est clair. Il met en évidence que la vie commence par la conception et se termine par la mort naturelle. Quel est donc notre choix maintenant? Celui de l'obéissance et de la vie, ou la désobéissance et la mort? La Bible nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Et elle ajoute « Choisis la vie afin que tu vives ». Sachant que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'existe aucun argument rationnel, raisonnable, qui puisse justifier un tel acte. Dès qu'on se met à réfléchir, évidemment. Donc, évitons le dialogue, on évite de réfléchir et on ne voit pas le néant d'arguments pour l'avortement. Et pas besoin d'être grand philosophe pour le comprendre. Il suffit simplement d'être un honnête homme. Tout le monde peut comprendre qu'il est toujours moralement mauvais de tuer délibérément un innocent. C'est-à-dire une personne qui ne nuit en rien aux autres, qui n'a fait aucun mal aux autres. Ce que je viens de dire là, tout le monde doit et peut le comprendre et l'accepter. Or, ce qui vit dans le ventre d'une femme, c'est un être humain innocent. Peu importe le nom qu'on lui donne, embryon, fœtus, nourrisson, enfant, tout cela désigne des stades différents d'une même personne, comme bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard, c'est la même personne. Et la meilleure preuve que ce qui est dans les entrailles d'une femme est déjà un être humain, c'est que le plus souvent, son propre groupe sanguin diffère de celui de la mère. Donc ce n'est pas son corps. Donc le slogan « Mon choix, mon corps » est mensonger et sans fondement. L'enfant est dans son corps, mais il n'est pas le corps de la femme. C'est un être humain innocent. Donc dès le premier instant de sa conception, par la semence du père, ce qui est dans le ventre de la mère est un être humain. Et la preuve définitive de cette réalité est que son code génétique est déjà complet et définitif. Ce qui définit ce corps est déjà totalement présent et parfaitement présent. Tout le reste ne sera que croissance puis vieillissement. Cet être humain, dans le ventre de sa mère, a donc toujours été un être humain. Donc ce que l'on tue, ce n'est pas un tas de cellules anarchiques, mais bien un être humain innocent. Et dire qu'on ne peut pas tuer un enfant à 6 mois de grossesse, mais qu'on le peut s'il a moins de 12 semaines, c'est une stupidité, évidemment, criminelle. Car le temps ne change rien à la nature de l'acte que l'on pose. On tue un humain innocent. Et si la société donne le droit à une femme de tuer son enfant à 12 semaines, parce que c'est son choix, il n'y a aucune raison d'empêcher la femme de tuer son enfant à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 8 ans, parce que c'est son choix. Donc, dans tous les cas, c'est un infanticide. Tuer un innocent, qu'il soit dans le ventre de sa mère ou hors du ventre de sa mère, c'est toujours un acte réprouvable, mauvais, intrinsèquement mauvais, toujours mauvais. Parce que injustifiable, quelles que soient les circonstances qu'on peut alléguer. Et une vraie et bonne loi doit protéger les personnes contre l'arbitraire, contre les injustes cruautés des hommes pervers. Or, quoi de plus ignoble, de plus cruel, d'immoral, que de tuer un innocent qui est incapable de se défendre? Quoi de plus ignoble et de plus cruel, donc, qu'un avortement? Quoi de plus ignoble et de plus cruel qu'une société qui prétend justifier ce crime légalement, en le remboursant? Quoi de plus contre nature, de plus irrationnel? Notre société, donc libertaire, et notre bonhomme antifasciste sont donc bien cruels, pervers et contre nature.
Michael J. et tous les progressistes et tous les féministes pro-avortement eh bien, sont donc complices de ces crimes. Au nom du principe de vivre sa vie, eh bien, c'est-à-dire de jouir à tout prix, sans m'inquiéter de ce qu'il y aura comme conséquence chez les autres, donc sans frein, sans souci, au lieu de collaborer au plan divin et sous une tolérance apparente, ces gauchistes eh bien, cachent en fait un visage très dangereux, pervers, d'une extrême cruauté. Selon le caprice de la femme et de notre dite société, un enfant aura la chance de vivre ou de ne pas vivre. Et le médecin, dont le premier principe est le primum non nocere, de ne pas nuire, eh bien, devient coupable de meurtre avec préméditation, donc d'un assassinat. Une société donc qui légitime l'avortement est donc vouée à la ruine, parce qu'elle détruit tout. Accepter ça, c'est tout détruire. L'enfant, la femme, la famille et par ricochet, la société. L'enfant, c'est évident parce qu'on lui ôte la vie du corps et puis même la vie surnaturelle quand on le tue avant son baptême. On tue la femme parce que, outre de se donner la mort de l'âme, eh bien, elle se tue aussi dans sa maternité, dans sa féminité, donc dans son être. Parce que l'avortement, en arrêtant brusquement l'évolution d'une grossesse normale, amène nécessairement des troubles formidables dans l'organisme de la femme. C'est un choc. Alors, sinon physiologique, au moins psychologique. Des troubles donc qui vont apparaître, se manifester soit immédiatement, ou soit bien souvent plus tard. Enfin, cette cruauté, la désunion et l'égoïsme sauvage que cette pratique criminelle eh bien, induit, va tuer évidemment la famille. Et par ricochet, toute la structure sociale qui en subit les répercussions. Car quand la cellule de base de la société, qui est la famille, se nie à ce point, se contredit à ce point, eh bien on tient là un signe certain de la décadence et de la pourriture de l'ordre social. Donc après ces remarques, on comprend la législation de l'Église et celle des sociétés chrétiennes qui ont toujours sévèrement puni l'avortement. Dès les débuts, les premiers conciles de l'Église catholique ont interdit l'avortement sous la menace des peines les plus sévères. Le premier concile connu, le concile d'Elvire, vers 300 en Espagne, condamne la chrétienne qui serait coupable d'avoir fait disparaître l'enfant né d'un adultère. Il était décidé, dit le concile, que pas même à la fin de sa vie, on ne doit lui donner la communion, car elle a commis un double crime. Donc assassinat et adultère. C'était le canon 63. Tandis que les femmes catéchumènes, coupables d'adultère avec avortement, pouvaient être baptisées, mais à la fin de leur vie uniquement. Donc on les laissait toute leur vie dans la pénitence, à cause de ce péché. Le concile d'Ancyre, 314, va adoucir cette peine et déclarer que les femmes qui se prostituent, qui tuent leurs enfants ou qui cherchent à les détruire dans leur sein, étaient par l'ancienne ordonnance excommuniées jusqu'à la fin de leur vie. Nous avons adouci cette mesure et nous les avons condamnées aux divers degrés de la pénitence pendant 10 ans. Voilà. Donc la peine reste sévère, mais elle est adoucie. 10 ans de pénitence. Puis depuis, l'Église a toujours condamné ce crime odieux. En 1688, Sixte V, le pape, frappe d'une excommunication réservée au Saint-Siège tous les coupables qui vont procurer un avortement d'un fœtus ou qui coopèrent activement. 3 ans plus tard, Grégoire XIV va atténuer la peine aussi en la réservant à tout évêque du lieu, donc, afin de rendre l'absolution plus facile qu'un recours à Rome et puis éviter les sacrilèges. Donc ces ordinaires, ces évêques, donc, peuvent eux-mêmes communiquer leur pouvoir d'absoudre ces péchés à un prêtre qui est approuvé pour les confessions. Cette excommunication donc, subsiste aujourd'hui dans le droit canon, dans le canon 2350 du Code de droit canonique. Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, oui, elle est responsable, encourent, si l'effet est obtenu, une excommunication late sententie réservée à l'ordinaire. Donc la sentence ayant lieu immédiatement. De plus, s'ils sont clairs, on doit les déposer. En 1895, le Saint-Office condamne les médecins qui, pour soi-disant sauver la mère, eh bien, provoquent l'avortement. Alors leur but, même si leur but n'est pas de tuer l'enfant, mais de sauver la mère. Oui, mais ce qu'ils font est intrinsèquement mauvais, c'est pas possible. Pie XI, dans l'encyclique sur le mariage de 1930, rappelle que rien ne pouvait excuser le meurtre d'un innocent, car cela va évidemment contre le 5e précepte, tu ne tueras pas l'innocent.
En ce qui concerne la loi civile, l'avortement fut lui aussi toujours puni, enfin jusqu'à la Révolution, un peu après. On réservait la peine capitale à la mère qui tuait son enfant, sous les rois. En 1810, le code pénal va adoucir ces anciennes sanctions. On punissait encore, mais à la réclusion, la femme coupable, donc en prison, au lieu de la tuer, par châtiment. Et puis l'œuvre de la Révolution va faire son chemin, et puis la société va se dissoudre de plus en plus, et on sait jusqu'à quelle extrémité absurde et criminelle nous en sommes arrivés. Tuer son gamin aujourd'hui, c'est un droit qui est remboursé par nos impôts. Vive la République, vive la mort. L'avortement est un homicide direct, et cela est toujours mauvais, gravement coupable, et il ne peut pas être légitimé par aucune raison. Aucun bien ne peut être allégué pour faire cet acte intrinsèquement mauvais. Ni le sauver la mère, ni l'intérêt de la famille, ni les besoins des autres enfants qui seraient abandonnés ou dans la misère, ou ni l'intérêt de la société, rien. On ne peut pas faire cela. Les fins bonnes recherchées ne justifient pas tous les moyens. Si le moyen est intrinsèquement mauvais, aucune fin ne le justifie. C'est saint Paul qui le dit au épître aux Romains. Alors la femme meurt suite à un avortement non médicalisé. Donc une femme tue son gamin, c'est une femme qui tue son gamin. Ça s'appelle un criminel. Bien. Donc si elle trouve la mort en faisant de manière sauvage et dangereuse pour sa vie un avortement, bien elle en est la seule responsable. Elle n'avait qu'à point vouloir supprimer injustement la vie de son enfant. De même qu'on ne s'attendrit pas sur un poseur de bombes qui explose parce qu'il a mal réglé sa bombe, de même, on ne s'attendrit pas sur le cas d'une femme qui meurt parce qu'elle a cherché à tuer son enfant. Dans les deux cas, ils n'avaient qu'à pas vouloir tuer des innocents. Et ils seraient en vie tous les deux. Et de même qu'il serait absurde pour la société de dépenser de l'argent pour sauver la vie des poseurs de bombes ou pour leur assurer des stages afin qu'ils posent les bombes en toute sécurité, et bien de même la société n'a pas à s'assurer que les avortements que les femmes criminelles veulent faire soient faits en toute sécurité pour leur santé. Non, c'est absurde. Alors la femme est enceinte à cause d'un viol, suite à un viol. Le cas est en fait assez simple à résoudre moralement, même si bien sûr il sera toujours dramatique psychologiquement pour une femme qui est violée. Donc une femme qui est violée, sans faute de sa part, et qui tombe enceinte, ce qui est assez rare, mais ce qui arrive malgré tout. Beaucoup de religieuses sont tombées enceintes après avoir été violées par leurs libérateurs russes en 1945. Donc ça arrive. Eh bien, le devoir de cette femme violée va jusqu'à l'accouchement de l'enfant, puisqu'elle ne peut pas tuer un innocent. Et un innocent est en elle. Donc, elle doit aller jusqu'à l'accouchement, ce que faisaient ces religieuses. Et là s'arrête son devoir. Et si elle n'avait pas le droit de faire du mal à un innocent, elle n'a par contre pas l'obligation de lui faire du bien, puisque cet enfant n'est que le fruit d'un acte violent et injuste dont le seul responsable est le violeur. C'est à lui de s'occuper de l'enfant. Ou à la société par suppléance, mais pas à cette femme. Donc elle n'est pas tenue de garder l'enfant, ni de l'éduquer, ni de l'allaiter. Elle peut, en conséquence, et c'est à la société de pourvoir à ces solutions, puisqu'elle n'a pas su protéger la femme d'une telle violence, elle peut abandonner cet enfant à un hospice qui va s'occuper des orphelins. Voilà, c'est ce que faisaient bien sûr ces religieuses, qui le donnaient à un orphelinat. Alors la femme est fragile et elle doit avorter pour survivre. Non, une femme ne peut en aucun cas tuer son enfant pour sauver sa vie. Si elle ne peut, cas tout hypothétique, rester en vie qu'en tuant son enfant, elle doit sacrifier sa vie plutôt que son enfant. C'est pourquoi la Sainte Écriture nous dit dans le livre de l'Ecclésiastique « Honore ton père de tout ton cœur et n'oublie jamais les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour. Et comment leur rendras-tu ce qu'ils t'ont donné ?» Oui, un enfant doit honorer son père comme le chef de famille, celui qui possède force et autorité, mais sans oublier les souffrances de sa mère parce qu'elle a risqué sa vie pour lui. Et parfois, elle donne sa vie pour qu'il vive. Une femme, donc, qui serait tentée de tuer son enfant, devrait plutôt prier Dieu d'avoir la force de donner sa vie pour son enfant.